Bonjour à toutes et à tous. Je propose que nous commencions notre réunion de ce jour. Et avant d'aborder la communication, le rapport qui va être proposé par Jean-Pierre Pont, je voulais vous faire un point rapide sur la COSAC qui s'est tenue à Madrid les 27 et 28 novembre dernier, où j'étais présent avec Christophe Lescaut, évidemment, toujours présent, et puis Marietta Caramanli qui m'a accompagné, avec des débats qui ont été très largement occupés par la question de la guerre en Ukraine, avec un accord très fort des délégations, comme cela ressort de la contribution adoptée par la conférence en faveur de la poursuite du soutien à l'Ukraine et à son peuple aussi longtemps que nécessaire pour rétablir la souveraineté, l'intégrité et l'indépendance du pays. Et je crois que ce point est important, plus encore aujourd'hui, lorsque l'on voit le combat acharné que mènent les forces ukrainiennes sur le terrain face aux forces de la Fédération de Russie et au débat politique qui peut animer nos amis outre-Atlantique. On voit que la tranche d'aide qui doit permettre de soutenir l'armée ukrainienne dans son effort de guerre est âprement discutée. Et donc nous avons réaffirmé avec mes homologues européens que nous devions soutenir autant que possible les Ukrainiens et également sur le chemin de l'adhésion à l'Union européenne, puisque vous le savez, le 8 novembre dernier, c'était l'objet notamment du déplacement que nous avons fait en Ukraine. Je vois le vice-président Sitsenstuhl qui est aussi présent et qui était avec nous à Kiev. Nous avons réaffirmé la vocation européenne de l'Ukraine lors de cette réunion. Et vous savez que les chefs d'État et de gouvernement doivent décider la semaine prochaine de l'ouverture ou non des négociations d'adhésion avec ce pays. Et je voulais vous dire qu'à l'initiative du Parlement français, nous avons adopté un amendement pour souligner évidemment ce chemin européen de l'Ukraine, mais aussi pour souligner que l'Europe et notre Union devaient mener un certain nombre de réformes si nous voulions que cet élargissement puisse se faire de manière crédible et puisse fonctionner. L'autre point important qui a été débattu à cette occasion, c'est évidemment la situation au Proche-Orient. Les délégations ont toutes convergé pour rappeler le droit d'Israël de se défendre et d'assurer sa sécurité, mais de le faire conformément au droit international. Réaffirmer également la nécessité de la protection des civils, réclamer la garantie d'accès de l'aide humanitaire et d'appeler à la relance d'un processus de paix politique, plutôt, sur la base d'une solution à deux États. Et évidemment, là aussi, un appel des différentes délégations à ce que les otages puissent être libérés le plus rapidement possible. Et nous avons depuis lors eu un certain nombre de bonnes nouvelles concernant nos ressortissants qui étaient pris en otage, mais il en reste encore beaucoup d'autres. Et donc cela a occupé beaucoup du débat. Et puis un troisième point, qui est celui de la transition écologique, qui a été un thème important de nos échanges. Et là, le consensus s'est fait pour soutenir les efforts déployés par l'Union afin d'atteindre ces deux objectifs majeurs qui sont la neutralité carbone d'ici à 2050 et le renforcement de l'autonomie énergétique de l'Union. La guerre en Ukraine, vous le savez, nous a obligés à articuler deux défis majeurs pour les Européens. Et par rapport à la précédente COSAC, je dois dire que la question du nucléaire, qui faisait souvent débat parmi les différentes délégations, a été beaucoup moins discutée, débattue et beaucoup moins sujet à controverse que ça ne l'était lors des COSAC précédentes. Et donc c'est la démonstration que les idées que nous portons, nous Français, en Europe, avec l'alliance du nucléaire qui a été constituée par Agnès Pannier-Runacher, porte ses fruits et qu'au fond, beaucoup de délégations qui étaient de manière un peu primaire anti-nucléaire se rendent bien compte que dans le contexte de changement que nous sommes en train de vivre, nous devons allier évidemment les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire qui est une énergie décarbonée, pas chère et que nous produisons sur notre territoire, et puis la sobriété énergétique. Ces trois piliers vont évidemment de pair. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment réagir sur l'un de ces points. Si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on passe tout de suite à la contribution de notre rapporteur de ce jour, cher Jean-Pierre, sur le recours au fonds européen en cas de catastrophe météorologique ou climatique. Et donc, cher Jean-Pierre, vous avez la parole, vous qui avez initié cette thématique en réponse aux inondations
que le Pas-de-Calais a connu ces dernières semaines. Merci beaucoup pour cette initiative. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier le Président. Voilà. Je tiens tout d'abord à remercier le Président de notre commission, Pierre-Alexandre Anglade, pour avoir bien voulu s'associer à ma démarche et inscrire à l'ordre du jour ce sujet si important. Comme vous le savez, depuis des semaines, suite au passage de la tempête Ciarán et à des épisodes pluvieux intenses et continus, la région des Hauts-de-France et tout particulièrement le Pas-de-Calais subit des inondations exceptionnelles. Plusieurs centaines de communes sont sous les eaux, 300 000 habitations, commerces, bâtiments, entreprises sinistrées, plus de 200 établissements scolaires contraints à la fermeture, des milliers d'hectares de cultures perdues, des milliers de personnes déplacées. Bref, une énorme catastrophe qui n'en est pas à son terme, puisque la décrue est extrêmement lente, avec des terres gorgées d'eau qui n'absorbent plus. Permettez-moi de vous livrer ici mon vécu personnel de cette catastrophe dans ma circonscription du Boulonnais. La moitié des communes a été submergée par la rivière Liane. Un exemple de désastre industriel, la CIB, très importante imprimerie, a vu ses ateliers ravagés et ses machines mises hors d'état. Les compagnies d'assurance évaluent l'ensemble des dégâts à plus de 650 millions d'euros, mais je pense que nous dépasserons le milliard, d'autant qu'il faudra au moins attendre un an pour voir toutes les conséquences de ces inondations. La région Hauts-de-France a décidé de prendre en charge les franchises prévues dans les contrats des sinistrés et le gouvernement de classer les événements en catastrophes naturelles et en calamités agricoles. Tout cela, malheureusement, ne peut suffire à reconstruire en zones inondées routes, ponts, écoles, bâtiments industriels, digues et systèmes de pompage. C'est pourquoi j'ai demandé à notre ministre des Affaires européennes, par un courrier officiel, et à nos élus du Parlement européen, de se mobiliser pour obtenir de Bruxelles le soutien du Fonds de solidarité de l'Union européenne et l'activation de l'instrument d'aide d'urgence et de tout outil financier qui pourrait venir en aide à nos territoires. L'Union européenne se doit d'accorder d'urgence son soutien à cette région au carrefour de l'Europe. Je souhaite que nous puissions nous mobiliser collectivement face à la catastrophe. C'est le premier objectif de la communication et de la vie politique que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Il faut répondre à l'urgence. Le deuxième objectif de cette communication est d'entamer une réflexion collective sur les outils de prévention, de réponse et de construction face aux catastrophes climatiques et météorologiques. Les terribles inondations que nous connaissons actuellement dans les Hauts-de-France ne sont malheureusement pas les dernières. Il nous faut nous préparer à la multiplication des catastrophes climatiques dans les années à venir. Dans un rapport publié en novembre 2023, l'Agence européenne pour l'environnement revient sur les conditions météorologiques extrêmes et leurs conséquences pour les populations, l'économie et l'environnement en Europe. Les conclusions, qui s'appuient sur les dernières données disponibles, sont édifiantes. On constate une croissance de 5 grands phénomènes météorologiques extrêmes qui semblent, selon le rapport, devenir la nouvelle norme. Vagues de chaleur, inondations, sécheresse, incendies de forêt et propagation des maladies sensibles au climat. Les coûts humains et financiers de ces catastrophes climatiques sont considérables. Les pertes annuelles moyennes dues aux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes dans l'ensemble des États membres s'élèvent aujourd'hui à 14 milliards d'euros, selon M. Lenarčič, le commissaire européen à l'aide humanitaire et à la réaction aux crises. Les pertes totales pour 41 années se sont élevées à 560 milliards d'euros. Les dommages liés aux inondations en Europe augmentent en moyenne de plus de 2% par an. Il faut bien avoir à l'esprit que les phénomènes météorologiques extrêmes vont encore augmenter en fréquence et en intensité en raison du changement climatique. Comme le souligne l'Agence européenne pour l'environnement, la fréquence des épisodes de fortes précipitations va augmenter dans la majeure partie de l'Europe, entraînant une augmentation des inondations, en particulier en Europe du Nord-Ouest et en Europe centrale. Pour ne donner que quelques exemples, les régions du centre de l'Italie ont été touchées par des inondations fluviales en septembre 2022 et le total des dommages directs a été estimé à 837 millions d'euros. La Slovénie a également été touchée en août 2023 par la plus grande catastrophe naturelle depuis 30 ans. Une tempête et des inondations ont provoqué des dégâts importants pour l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Les coûts pourraient atteindre 500 millions d'euros. La Grèce
a été victime d'inondations en septembre 2023, qui ont tué 15 personnes et touché plus de 70 000 hectares de terres cultivées en Thessalie. La catastrophe agricole est estimée à plus de 2 milliards d'euros. Alors, face à la multiplication des catastrophes climatiques, quelle est la réponse européenne? Je souhaite saluer ici l'existence du Fonds de solidarité européenne et du mécanisme de protection civile qui donne corps à l'esprit de solidarité européen. Le mécanisme de protection civile de l'Union européenne a été institué en 2001 pour renforcer la coopération en matière de protection civile entre les pays de l'Union européenne et 9 autres États pour améliorer la prévention, préparation et réaction aux catastrophes. La France y participe activement et doit continuer d'y apporter son plein soutien. Cependant, il ne doit pas être surutilisé en dehors de son objectif premier, la protection des populations de l'Union européenne, la facilitation de la solidarité d'urgence de l'équipe Europe vis-à-vis de pays en proie à des crises ou catastrophes majeures. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne a de son côté été pensé pour répondre aux situations de post-crise. C'est d'ailleurs en réaction aux graves inondations survenues en Europe centrale au cours de l'été 2002 que sa création avait été actée. Depuis, il a été utilisé après 107 catastrophes naturelles de nature différente, inondations, incendies de forêt, tremblements de terre, tempêtes et sécheresses. Ce fonds a été largement mobilisé au profit des États membres depuis 2002, pour un total de 7,6 milliards d'euros. La France en était l'un des bénéficiaires, 312 millions d'euros au 1er avril 2023, de même que l'Italie, 3 milliards, l'Allemagne, 1,6 milliard d'euros, l'Espagne, 100 millions d'euros et la Grèce, 151 millions d'euros. Ces outils ont le mérite d'exister, mais face à la multiplication des catastrophes naturelles, le système actuel va atteindre ses limites. Je pense que la France doit être en première ligne pour anticiper la suite. Par cette communication et cet avis politique, je souhaite initier cette réflexion à laquelle j'espère vous vous associerez. Tout d'abord, répondre à l'enjeu financier. La réserve de solidarité et d'urgence ne peut suffire à compenser les conséquences des catastrophes naturelles. Le montant maximum disponible pour la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne ne correspond pas au montant potentiel de l'aide devant être couverte. Il semble donc nécessaire d'envisager une augmentation du Fonds de l'Union européenne et davantage de flexibilité pour les réaffecter en cas de besoin. Surtout, j'en appelle à ce que, dans le cadre de la révision du cadre financier pluriannuel 2021-2027, les États membres fassent le choix d'un renforcement des moyens du FSU. Ensuite, les outils existants doivent pouvoir mobilisés rapidement et efficacement de la façon la plus transparente possible. Par ailleurs, la procédure d'activation et d'affectation des fonds d'urgence en cas de crise devrait être aussi transparente que possible et menée conformément aux principes de bonne gestion financière. À plus long terme, j'en appelle à une réflexion collective sur la prévention et la réponse à une menace qui va s'accroître dans les années à venir. Tout d'abord, la distinction entre gestion de crise au sens large, protection civile, prévention et aide humanitaire et aide au développement n'est pas toujours clairement posée. Elle pourrait revenir si la création d'une agence européenne de protection civile ou d'un centre européen unique de gestion de crise en charge de l'ensemble du cycle de gestion de crise était envisagée à l'avenir. Nous devons y réfléchir collectivement. Il est également essentiel de croiser la gestion des crises et les politiques sectorielles. Comme le souligne ma communication, la politique européenne d'adaptation au changement climatique doit prendre en compte la prévention des effets des catastrophes climatiques. Ainsi, le Fonds de transition juste, instrument financier de l'Union européenne qui relève de la politique de cohésion et vise à soutenir les territoires confrontés à des difficultés socio-économiques résultant de la transition vers la neutralité climatique, pourrait être mobilisé. Je tiens aussi à rappeler l'importance cruciale de venir en aide aux agriculteurs dans les réponses aux crises. Je note avec satisfaction que la Commission a validé une aide française de 500 millions d'euros pour soutenir les agriculteurs dans l'adaptation au changement climatique. Le régime d'aide d'État approuvé par Bruxelles le 30 novembre vise à renforcer la résilience du secteur agricole tout en contribuant à la sécurité alimentaire à long terme. Cela va dans la bonne direction. Il faut poursuivre les efforts dans ce sens. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup pour cette communication très importante et j'en viens tout de suite à la prise de parole des orateurs de groupe en commençant par le groupe Renaissance et par Charles Sisson-Sulp pour 3 minutes maximum.
Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, le groupe Renaissance salue bien entendu l'avis politique de Jean-Pierre Pons, qui est l'un de ses députés membres. Effectivement, des événements extrêmement douloureux ont touché votre département et plus largement le nord de la France il y a peu. Et donc, c'était l'opportunité pour notre commission des affaires européennes de se pencher sur ce sujet de la protection civile. Vous rappelez à juste titre dans votre avis que le mécanisme européen de protection civile est maintenant ancien, puisqu'il date de 2001, plus de 20 ans, et montre que l'Union européenne s'est saisie tôt de cette thématique des catastrophes naturelles et des impacts que pourrait avoir le changement climatique sur nos milieux, avec hélas des inondations, des feux de forêt et autres types de mauvaises nouvelles qui feront face, enfin, auxquelles nos pays devront faire face au cours des prochaines décennies. Votre avis politique montre aussi à quel point l'Union européenne a institué des mécanismes qui sont utiles aux États membres et que l'Union européenne ne s'est pas substituée aux États membres sur une thématique d'ailleurs qui relève d'abord des compétences nationales et qui doit rester de la compétence des États membres. Mais la coopération au niveau européen permet de créer des synergies, permet de créer des solidarités et permet surtout d'avoir une réaction rapide lorsqu'un État membre se trouve débordé face à un événement d'ampleur important, et vous avez multiplié les exemples. Donc pour ces quelques raisons et pour beaucoup d'autres, bien entendu, le groupe Renaissance soutiendra votre avis politique. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Annick Cousin pour le groupe Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Ces dernières années, l'Union européenne a été le témoin d'une série importante d'événements climatiques indésirables qui ont dévasté des vies humaines, des propriétés, l'environnement et le patrimoine culturel. Actuellement, la France fait face à des inondations sans précédent dans le département du Pas-de-Calais. Des pertes humaines sont à déplorer et le coût des dégâts est actuellement estimé à plus de 600 millions d'euros, bien que ce bilan ne soit pas encore définitif. Lorsque survient une crise ou une catastrophe, que celle-ci soit naturelle ou d'origine humaine, l'Union européenne peut faire appel à plusieurs mécanismes de réaction aux crises pour fournir une aide et remédier à la situation. Entre 1980 et 2020, les catastrophes ont affecté près de 500 millions de personnes en Europe et entraîné quelques 12 milliards d'euros de pertes économiques par an. Les initiatives mises en place, telles que le Fonds de solidarité de l'Union européenne et le mécanisme de protection civile, sont des outils essentiels pour renforcer notre résilience face au dérèglement climatique et à ses conséquences dévastatrices. Le changement climatique a un impact croissant sur nos territoires, mettant en péril la vie quotidienne de nombreuses personnes. Il est impératif que tous les Européens se mobilisent et se dote de mécanismes efficaces pour faire face rapidement aux crises, apportant un soutien vital aux victimes et aux territoires durement touchés. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de ces mesures d'adaptation doit se faire au niveau le plus local possible pour permettre une réponse adaptée à chaque situation. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Louise Morel pour le groupe démocrate et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député, mes chers collègues. Permettez-moi, au nom de mon groupe, de saluer la qualité de votre travail sur ce sujet d'importance majeure, qui est celui de la manière dont on se prémunit face aux catastrophes climatiques et quels sont les outils à notre disposition pour y faire face à l'échelle européenne. À juste titre, vous mentionnez les nombreuses catastrophes, les tristes catastrophes naturelles, vagues de chaleur, incendies, inondations et tant d'autres. Et vous détaillez deux outils, le MCPU et le FSUE. Et vous demandez justement que ces fonds, qui servent principalement à venir en aide aux territoires les plus vulnérables lorsqu'ils sont frappés par ces terribles catastrophes, soient augmentés et que leur attribution soit simplifiée, notamment pour le fonds de solidarité de l'Union européenne. Alors bien entendu, le groupe démocrate ne peut que reconnaître la nécessité absolue à la fois de ces dispositifs, reconnaître la nécessité de les faire évoluer face à la hausse et à l'intensité
plus en plus importante de ces catastrophes d'année en année, avec des bilans humains lourds, des dommages matériels considérables, comme cela a été le cas sur la circonscription où vous êtes élu. Alors cela nous permet bien entendu de saluer tous ceux qui, à l'échelle européenne, travaillent dans les services que vous mentionnez, qui œuvrent à la protection civile de nos territoires et de leurs habitants. Mais plus globalement, c'est aussi l'occasion de poser quelques réflexions sur lesquelles j'aimerais beaucoup avoir votre retour. Tout d'abord, sur la question du périmètre d'action des acteurs mentionnés, vous dites, dans votre avis, souhaiter une réflexion de fond sur la distinction entre gestion de crise, protection civile et aide humanitaire, et vous évoquez la création d'une agence européenne de protection civile ou un centre européen unique de gestion de crise. Pourtant, c'est une réflexion plus globale, mais de la même manière qu'aujourd'hui, il semble que l'Union européenne ne soit pas tout à fait prête à agir complètement ensemble sur les sujets de défense, même s'il y a déjà eu beaucoup d'avancées. Est-ce que, selon vous, on est prêt à passer le cap pour la protection civile, et comment vous voyez le sujet? Deuxièmement, sur les questions de dépenses, on a pour le côté défense un certain seuil qui est fixé par l'OTAN. Est-ce que vous pensez qu'on devrait à terme arriver à l'instauration d'un budget minimal entre États membres qui serait consacré à la protection civile? Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée? Et enfin, on ne l'évoque pas ici parce qu'on est des acteurs publics, mais que pensez-vous du rôle du secteur privé dans l'assurance du risque lié aux catastrophes naturelles? C'est un sujet d'importance majeure, car votre communication, bien entendu, c'est la réponse publique, mais le privé a ce rôle important. Et donc, comment on pourrait les associer à votre démarche et à cette démarche? Mais bien entendu, le groupe démocrate s'associe à vos réflexions et votera, bien entendu, en faveur de votre avis politique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a une demande de prise de parole de Madame Joëlle Mélin pour le groupe Rassemblement National et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, pour cette publication et vos remarques. Nous sommes tous en ce moment en plein dans la célébration des Saintes Barbes et véritablement, nous passons de caserne en caserne pour pouvoir dire à tout le monde et surtout écouter ce qu'ils nous disent pour voir comment, en 20 ans, toute la sécurité civile française s'est vraiment développée avec un paradoxe vrai, c'est que toute catastrophe, qu'elle soit climatique, mais même les accidents et même des événements sanitaires brutaux, manie le paradoxe à la fois de quelque chose qui est violent et totalement inattendu, auquel il faut donner une réponse la plus structurée possible. Et c'est là où on se pose la question, effectivement, de savoir jusqu'où un État peut gérer seul cette sécurité civile. Est-ce que c'est vraiment du régalien à 100%? Et quelle est la part aussi que l'Europe peut apporter dans le cadre d'une coopération internationale? Pas forcément, comme vous l'envisagez, avec un dispositif unique, même si certains dispositifs européens ont été mis à disposition, et à bon gré d'ailleurs, et à bon escient en Europe dans certaines catastrophes. Mais est-ce que cela doit se faire en coopération ou en un dispositif unique? La réponse, on ne la donnera pas forcément aujourd'hui. Vous invitez, monsieur, à la réflexion que nous partageons volontiers avec vous. Mais il est vrai que si cela devait se faire, ne pensez-vous pas comme nous qu'il faudrait que ce soit à la fois quelque chose qui prenne en compte des éléments extrêmement locaux, avec des particularités locales, et que la coordination puisse se faire de manière internationale et non à partir d'une décision supranationale, enfin d'un dispositif supranational. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui. Merci, Monsieur le Président. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié collègue Pascal Boyer pour le groupe Renaissance pour 2 minutes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Les Hautes-Alpes ont été confrontées depuis plusieurs semaines à des pluies diluviennes. Des vallées ont été victimes détruisant des terres agricoles et des habitations, alors que nous avons vécu en 2022 une période de forte sécheresse. Et par chance, et grâce aux services préfectoraux et de la protection civile, il n'y a pas eu de victimes, parce qu'ils ont assuré un travail remarquable depuis, je l'ai dit, plusieurs semaines. Samedi, plusieurs Saintes Barbes qui étaient programmées ont été reportées, car les sapeurs-pompiers étaient sur site pour protéger et sauvegarder ce qui pouvait encore l'être. Le phénomène que nous avons subi en fin de semaine dernière n'avait pas été vécu depuis 1957. Plusieurs routes ont été détruites, des ponts ont été emportés, des villages sont coupés du monde, et notamment le village de Risoul qui devrait commencer sa saison touristique hivernale, car Risoul est une station de ski.
Et dans nos territoires, les stations de ski, c'est ce qui nous fait vivre économiquement, et en grande partie dans les vallées et tout au long de l'année. 129 maisons et 25 commerces sont gravement endommagés. C'est pourquoi je salue l'initiative de mon collègue Jean-Pierre Ponce et remercie notre président de commission, Pierre Alexandre, pour cette initiative et pour se pencher sur le sujet de la reconstruction et du financement de la reconstruction. Parce que, comme on le voit, tous les territoires ne sont pas à l'abri de ces dévastations qui entraînent des coûts de reconstruction énormes et des pertes économiques qui sont graves de conséquences. Dans les Hautes-Alpes, nous en sommes encore à faire face à l'urgence, puisque les pluies et la neige continuent de tomber. Les coûts ne sont pas encore chiffrés, mais s'élèveront certainement à plusieurs dizaines de millions d'euros. Pardon, excusez-moi. Le Fonds de solidarité européen et la réserve agricole pourront financer en partie la reconstruction, mais à l'écoute des sommes que nous avez annoncées, des sommes de plus en plus croissantes, les inquiétudes sont grandes et sur les restes à charge pour les territoires et les citoyens. Donc c'est pourquoi il est important de se pencher fortement sur ces questions. Merci beaucoup, Madame la députée. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, je pense qu'il faut une certaine réactivité. Comme j'ai dit, la population a subi 3 chocs. Un choc physique, c'est-à-dire au moment des inondations, c'est combattre l'eau, nettoyer l'eau et la boue, parce que malheureusement ce n'est pas de l'eau claire. Puis c'est le choc économique, tout ce qu'ils ont perdu, voire leur habitation. Là, je vous ai parlé de 300 000 habitations touchées, mais on me parle de 5 000 habitations fichues, qui sont de toute façon à détruire. Et il y a le choc psychologique après, qui vient, bien sûr, lorsqu'on a fait des efforts pour nettoyer, et puis on a vu malheureusement la perte. Et ça, ce choc psychologique va commencer maintenant, mais va durer un moment. Et c'est pour ça que j'ai fait un parallèle avec la Première ministre. J'ai comparé quelquefois ça à un enterrement. Le jour de l'enterrement, vous avez beaucoup de monde autour de vous. Puis au fur et à mesure que les jours passent, les gens se retrouvent seuls. Et ça, je crois qu'il va falloir suivre longtemps, parce que les conséquences de ces inondations, c'est pas 1 mois, 2 mois, je pense qu'il y aura sûrement 1 année, voire plus, parce que vous imaginez que les terres gorgées d'eau sont gonflées. Après, bien sûr, il y a le gel, mais après, il y aura des diminutions des nappes phréatiques et des mouvements de terrain. Donc, il y aura beaucoup de temps à consacrer à cette population. Je ne pense pas qu'il y ait eu de pertes humaines, au moins dans le Pas-de-Calais. On a eu la chance de ne pas en avoir. Mais ça aussi, là, en félicitation de tous les organismes qui nous ont aidés, les pompiers, protection civile, Croix-Rouge, etc. Ils ont vraiment fait le maximum. Je les ai vus à l'œuvre, vraiment aller de porte en porte, demander ce qu'ils pouvaient faire, voire déplacer la population. Il y en a même eu, et dont le maire des Dunols le déplaçait en hélicoptère, parce que sa maison était totalement isolée autour avec 2 mètres d'eau. C'est pas encore la quantité d'eau, mais les courants aussi qui ne pouvaient pas faire venir par bateau. Le côté privé, c'est-à-dire les assurances. Alors ça, toutes les personnalités qui sont venues, le président, la première ministre et le président du conseil régional, M. Xavier Bertrand, qui est assureur de profession, a bien mis son doigt là-dessus en disant d'abord qu'il fallait qu'il soit rapide. Donc il a demandé des experts de toute la région puissent venir, qu'ils puissent œuvrer rapidement, qu'ils ne titillent pas trop. Je peux vous citer 2 exemples malheureux. Une dame qui était au premier étage, mais avait des petites affaires au rez-de-chaussée. L'assureur a dit « Moi, j'ai assuré le premier étage, pas le rez-de-chaussée ». Et la deuxième, c'est le monsieur l'expert qui va à la cave. Il dit « Ça, c'est de l'infiltration, c'est pas de l'inondation ». Alors qu'il est évident que la filtration ou les sources viennent de la nappe phréatique, qui viennent bien sûr des inondations. Vous voyez, ce sont des exemples, donc il faudra être extrêmement vigilant sur ces choses. Et d'ailleurs, il y a un sous-préfet qui d'ailleurs a été nommé par le préfet pour justement toutes ces crises, parce qu'il faut être extrêmement vigilant.
pour les différents points de réflexion et de pistes que j'ai évoqués, ben, ce sont des pistes. Il faut les regarder, il faut qu'on travaille ensemble pour que nous puissions encore être en amélioration dans notre réactivité, dans l'aide qu'on peut apporter à la population. Je ne vous donnerai pas toutes les réponses, mais ce que je voudrais, c'est qu'on continue à y travailler de toute façon, encore une fois, parce que, comme j'ai dit, c'est des crises non plus centenaires, mais ils ont appelé ça millénaires, mais on n'attendra pas 1000 ans ou 100 ans pour avoir de telles crises, et pas seulement dans le Pas-de-Calais. Là, récemment, on en a eu dans les Alpes, mais ça pourra toucher toutes les régions de France et d'Europe. Merci. Merci beaucoup. Nous en passons donc maintenant à l'examen de l'avis politique et des amendements qui ont été déposés, en commençant par le premier amendement du Rassemblement national par Madame Mélin. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous souhaiterions voir figurer la Grèce. Vous avez énuméré, monsieur, quelques pays. On va peut-être dire que ce serait bien que la Grèce y soit. Elle a quand même payé très cher, autant en 2018 qu'en 2023. Alors, c'est vrai qu'on a cité quelques pays, mais s'il fallait les citer tous, je crois qu'il y en a 27 qui ont été. Il y a eu 107 épisodes catastrophiques. Donc, je me suis arrêté à 2. Bon, c'est vrai, mais citer les 27, ça aurait pris beaucoup de place. Donc, avis défavorable. Très bien. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 2 de Madame Mélin. Oui, merci. Il conviendrait de préciser que les incendies de forêt ne sont pas considérés comme des catastrophes naturelles, mais qu'ils sont le corollaire du changement climatique et qu'ils ont gravement touché l'Union européenne en 2023, puisque d'après les recensements du système européen d'information sur les incendies de forêt, la surface des forêts brûlées en Europe est de 40% supérieure à la moyenne enregistrée dans la période 2006-2022. Cette augmentation dramatique des feux au sein de l'Union nécessite que les États membres prennent conscience de la nécessité d'une réponse coordonnée. Là, nous l'avons parfaitement accepté. L'activation du système, du principe de solidarité face à ces phénomènes récurrents, pas forcément sous la forme, nous l'avons dit tout à l'heure, d'un organisme unique européen. Merci. Votre avis? Merci, Monsieur le Président. La première chose, c'est que les incendies sont reconnus comme catastrophes naturelles. Donc, déjà, d'emblée, votre amendement est satisfait. Et c'est vrai qu'on doit les considérer comme catastrophes naturelles compte tenu de l'importance des dégâts qu'ils ont causés, que ce soit en kilomètres carrés, voire même en pertes humaines, puisque je crois qu'il y a eu 712 décès à cause des incendies de forêt. Donc, voilà. Mais il est satisfait, donc avis défavorable. Merci beaucoup. Je mets aux voix cet amendement. Retiré. Très bien. Nous en venons à l'amendement numéro 3, toujours de Madame Mélin. Oui, donc cet amendement est un corollaire de notre premier amendement. L'augmentation des feux dramatiques dans l'Union européenne, nous l'avons dit, nécessite une prise de conscience coordonnée. Nous invitons la Commission à systématiser l'accès au FDSU sur le modèle du mécanisme de la protection civile de l'Union européenne lors des grands incendies de forêt au sein de l'Union. Même si cela a déjà été amorcé, nous insistons sur sa généralisation. Merci Madame la députée, votre avis? Ce sera un avis favorable. Défavorable. Ah, j'ai dit favorable? Oui. Ah bon, pardon. Défavorable. Non. Je n'influence pas le rapporteur, mais je connais les avis et je voulais lui rappeler. Non, défavorable. Dans votre amendement, il y a deux choses. D'abord, la systématisation de l'éligibilité. Il faut, et je voulais préciser que malheureusement, il y a beaucoup plus de pertes économiques que de fonds européens. Donc, d'être systématique, je préfère, moi, la définition qu'on a. Et après, donc, vous dites pour répondre rapidement et efficacement. Et moi, je marque une réponse rapide et efficace, ce qui est à peu près la même chose. Voilà, donc c'est un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Je mets donc aux voix cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 4 et deux amendements pouvant être mis en discussion, à une discussion commune, le 4 et le 5, Madame Mélin.
Oui, j'allais d'ailleurs vous proposer de les défendre Oui. en même temps, si vous permettez, Très bien. pour mettre l'accent sur nos territoires outre-mer, et qui, eux, sont terriblement touchés par de phénomènes d'ailleurs assez particuliers qui leur sont propres les uns et les autres. Et nous sommes dans cette, dans cet amendement, qui est presque plus un amendement d'appel, à demander que tous ces territoires soient particulièrement accompagnés, en particulier avec le Fonds de solidarité de l'Union européenne. Je pense qu'il est important de le rappeler et de le faire apparaître dans ce texte. Merci, monsieur, de votre compréhension. Merci, Madame la députée. Votre avis? Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que ces régions ultra-périphériques sont très vulnérables aux catastrophes naturelles. Nous devons bien sûr prendre en compte leurs spécificités telles qu'elles ont été décrites. Mais ces régions font pleinement partie de l'Union européenne et pour moi, il n'est pas nécessaire de faire cette précision. Pour moi, ils font partie de l'Europe. Donc, votre amendement, si vous voulez, même de précision, n'est pas une précision puisque c'est l'Europe. Avis défavorable. Oui, puisque c'est les mêmes. Très bien. Je mets aux voix cet amendement. Commençons par l'amendement numéro 4 qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 5, avis également défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous en avons fini avec l'examen des amendements et l'examen du projet d'avis politique. Je mets maintenant aux voix le projet d'avis politique. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Bravo, félicitations. Je vous laisse la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, un grand merci, non seulement pour le Pas-de-Calais, mais toutes les régions de France et d'Europe qui, malheureusement, risquent d'être touchées. Un dernier merci, c'est à Madame Cosnier qui a permis aussi rapidement d'avoir tous les éléments pour vous présenter ce rapport. Je vous remercie. À vous. Merci beaucoup. Nous en venons donc au terme de notre réunion. Je voudrais, avant de lever la séance, nommer un rapporteur donc, sur la proposition de résolution européenne de Madame Cécile Rilhac et plusieurs de ses collègues relative à l'adoption d'une loi européenne sur l'espace. J'ai reçu la candidature de Cécile Rilhac et donc je vous propose de procéder à cette nomination, sachant que le bureau de notre commission a retenu pour principe de nommer des rapporteurs, les auteurs des propositions de résolution. Voilà. Donc, je n'ai pas d'objection de votre part. Je vous propose qu'il en soit décidé ainsi. Et donc, nous aurons mercredi prochain, 13 décembre à 15h, à examiner la proposition de résolution européenne relative à l'adoption d'une loi spatiale européenne. Monsieur Sistensul, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, j'ai juste une question d'organisation pour la reprise en janvier. On reprend la semaine du 15 pour notre commission. On remontera plus tard. Vous avez déjà ces informations, juste pour qu'on sache un peu pour nos organisations respectives. Oui, c'est une bonne question. On a prévu de recommencer le mercredi 17. Donc, voilà, mercredi 17 à 15h. Je vous attends nombreux et nombreuses. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine.